Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Aujourd'hui, on puise notre sujet dans le projet VADH et plus précisément dans un de ses objectifs, soit d'identifier les facteurs qui constituent un frein à l'adoption des bonnes pratiques de gestion de l'eau, ou comme on les appelle les BPGE. À l'IRDA, puis plus spécifiquement dans notre équipe de gestion de l'eau en production végétale, on développe des outils, on parle de bonnes pratiques de gestion de l'eau, on fait des formations, des webinaires, on fait des balados, et pourtant, sur le terrain, certaines pratiques ne sont pas adoptées par les producteurs. On s'est penché là-dessus et aujourd'hui, on vous parle d'une démarche qu'on a entreprise pour tenter d'éclaircir le tout. Pour nous en dire davantage sur le contexte du projet, j'invite mon collègue Paul Deschênes. Salut Paul, comment ça va? Salut Félix, ça va super bien, merci. Ben oui, t'as raison. En fait, dans notre équipe, c'est une préoccupation importante parce que ultimement, tous nos projets, on vise à proposer des solutions à des problématiques vécues par le milieu, donc les producteurs, les conseillers agricoles. Puis, dans les dernières années, on a vraiment beaucoup misé sur les activités de diffusion parce que une des informations qu'on avait trouvées pour expliquer les freins à l'adoption auprès de notre clientèle, c'était que les solutions sont pas connues par le milieu. Mais, comme on va le voir aujourd'hui, la problématique est vraiment pas aussi simple. Donc, pour y voir plus clair, on est allé chercher une expertise externe qu'on a trouvée au Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté, le CRC, qui est affilié au Cégep de Rosemont à Montréal. Donc, les moyens étaient somme toute limités, il fallait qu'on fasse des choix, puis se concentrer sur un contexte précis pour être capable d'aller en profondeur. Donc, on pouvait pas couvrir nécessairement l'ensemble des productions puis l'ensemble des bonnes pratiques de gestion de l'eau. On a donc décidé de cibler spécifiquement les producteurs de pommes de terre qui irriguent. Puis, dans un tel contexte, on peut supposer que le déclenchement de l'irrigation va s'appuyer sur une consigne. Donc, c'était notre contexte qui était retenu pour amorcer cette étude-là. Puis aussi, ce contexte-là, il nous permettait d'exclure les éléments financiers comme frein. Avant d'approfondir davantage, Paul, accueillons nos invités Michel Trépanier et Olivier Corbin-Charland du CRC. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour Félix, ça va très bien et toi? Bonjour Félix, ça va aussi? Oui, ça va très bien, moi aussi, merci. Donc messieurs, à Autrement dit, on demande toujours à nos invités de se présenter lors de leur premier passage au podcast. Donc Olivier, je propose de débuter par toi et aussi de nous présenter le CRC. Michel, on se reparle dans quelques questions. Merci Félix. Le CRC, c'est un centre de recherche appliquée en sciences sociales. On travaille avec des PME et des accompagnateurs de PME depuis de très nombreuses années. Personnellement, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille là comme chercheur et conseiller en transfert. Bref, je suis sociologue de formation, puis je travaille principalement dans des projets de recherche appliqués qui visent à comprendre l'interface entre les accompagnateurs de petites et moyennes entreprises et les défis auxquels ils font face dans l'accompagnement de ces petites et moyennes entreprises-là, que ce soit dans le monde numérique, dans plein de secteurs d'activité. Bref, on est un centre de recherche et de transfert en sciences sociales, un centre collégial de transfert technologique, qu'on dit, affilié au Collège de Rosemont. Puis, comme je le mentionnais, on travaille principalement avec les entreprises et ceux et celles qui les accompagnent, les financent et soutiennent. Notre pain, notre beurre, c'est vraiment la recherche appliquée et les relations entre le monde de la science et le terrain. L'IRDA, dans le cadre de ce projet-là, est venu vers nous et nous a approchés parce qu'il souhaitait avoir un regard extérieur et critique, même parfois peut-être inconfortable, sur les pratiques de gestion de l'eau puis les problèmes à l'adoption de ces dernières par les agriculteurs. Le projet visait
pas nécessairement améliorer un outil spécifique et à comprendre les enjeux liés à un outil, mais plutôt à comprendre une dynamique humaine, sociale, organisationnelle, entourant les pratiques de gestion de l'eau et, en gros, de documenter en rencontrant des producteurs agricoles et des conseillers qui œuvrent auprès de ces derniers les facteurs qui favorisent ou défavorisent le transfert de connaissances et l'adoption de nouvelles pratiques de gestion. Merci Olivier. Question bien simple maintenant pour commencer. Concrètement, là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est un mandat qui était très précis. Donc, nous, on appelle ça une étude exploratoire. En fait, on voulait réaliser une étude dans un court laps de temps sur un sujet précis par le biais de entretiens qualitatifs avec des producteurs et des agronomes conseils. Ces producteurs et agronomes conseils ont été identifiés en collaboration avec l'équipe de l'IRDA, donc Carl et Paul pour ne pas les nommer. Comme il a été dit, pour les 5 producteurs, c'est la pomme de terre qui était la culture principale. C'était toutes des fermes de taille moyenne à grande. On voulait une certaine homogénéité dans l'échantillon, donc on n'a retenu aucune ferme qui était de très petite taille ou de très grande taille. Les 4 agronomes conseils à qui on a parlé étaient tous diplômés de premier cycle en agronomie. Ils ont tous plus de 10 années d'expérience dans le conseil aux producteurs. Ils connaissent tous bien la culture de la pomme de terre, mais ils font aussi bien d'autres choses. C'était qu'une partie de leurs activités, de leur expertise. Et ils ont tous aussi été impliqués directement dans la recherche et le transfert de nouvelles pratiques d'irrigation. Encore une fois, vous comprendrez que c'était une partie de leur expertise, de leur pratique. Ils ne travaillaient pas que sur l'irrigation, mais ils avaient ces 2 spécificités. Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a écouté ce que les gens font réellement, pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. On leur posait des questions sur comment ça se passait sur le terrain, qu'est-ce qu'ils faisaient sur le terrain, par le biais d'entretiens qu'on dit semi-dirigés, qui visent, dans le fond, à documenter à partir d'exemples concrets, vécus, les types d'activités de transfert qui sont utilisés, les contenus spécifiques qui sont diffusés, les rôles spécifiques des acteurs impliqués, les chercheurs, les conseillers, les agriculteurs, puis la nature des relations entre tous ces acteurs-là, pour mieux comprendre les freins, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc, voici en gros ce que nous avons fait dans le cadre de cette étude. Donc, votre premier constat, c'est les producteurs ne sont pas le problème. J'aurais pas pu mieux dire. Honnêtement, dans la liste, on a fait, je dis on, mais on exclut la personne qui parle, là, c'est Michel qui a fait ce travail-là. Il a fait une courte revue de littérature, question de nous donner des bases solides pour commencer le travail terrain. Et ça a permis de faire émerger, d'identifier des facteurs favorables et défavorables au transfert, puis de les tester un peu, de voir si on retrouvait les mêmes choses dans les discours des conseillers des producteurs. Au terme de ce travail, pour ce qui est de la ferme et des producteurs, il y avait une dizaine de facteurs qui favorisaient le transfert. Sur ces 10 facteurs, 8 dans notre étude étaient favorables et 2 défavorables. Si ça vous va, je vais les aborder un après l'autre succinctement, mais quand même, je pense que ça vaut la peine de tous les aborder. Dans la littérature, ce que plusieurs auteurs soulignent, c'est que la formation, formelle ou informelle, du producteur joue un rôle important. En gros, la formation doit être adéquate pour faciliter l'absorption et la compréhension nécessaire à l'adoption et l'application de connaissances. Dans notre échantillon, le niveau de formation était relativement faible. Généralement, une formation de niveau secondaire ou collégial, interrompue avant l'obtention du diplôme. Dans la littérature, ça nous dirait que ce serait un obstacle. Par contre, si on ne ramène pas la formation à la seule dimension du parcours scolaire, ce qu'on fait 8 de nos 9 répondants, on se rend compte que le regard qu'on peut porter sur ce facteur change significativement. Beaucoup des producteurs que nous avons rencontrés avaient une forte expérience qu'on pourrait qualifier de formation sur le tas, si vous me permettez l'expression. Ils ont acquis beaucoup d'expérience et de connaissances au travers des ans. Et pour les producteurs, cette formation se fait au contact des générations précédentes, de leur famille, des employés, des gens qui le côtoient, des voisins aussi qui ont des productions similaires aux leurs. En gros, le producteur acquiert, chemin faisant, des pratiques qui lui permettent de maîtriser les technologies, les bonnes pratiques d'irrigation. Et ce qui est important de retenir, c'est que ces connaissances sont contextualisées, correspondent à ce qui se passe effectivement sur la ferme. Cette formation en emploi vient aussi être bonifiée par les contacts fréquents et réguliers, comme
qu'il peut avoir avec d'autres producteurs, mais aussi avec les conseillers, avec des fournisseurs d'équipements aussi qui viennent lui proposer des nouvelles technologies. Bref, elle n'est pas parfaite, mais dans notre échantillon, la formation est un facteur qui favorise l'adoption de pratiques et de nouvelles technologies en gestion d'eau. Encore faut-il que le producteur, pour adopter ce genre de pratique, ce type de pratique, soit sensibilisé aux technologies, qu'il y ait cette connaissance de leur existence et que l'information qui touche à ces technologies, à ces pratiques-là, soit accessible. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils sont bien au courant de ce qui se passe en matière d'irrigation. Ils sont intégrés dans des réseaux professionnels qui leur permettent d'aller chercher ces connaissances-là. Cependant, petit bémol, sont moins sensibilisés si la nouvelle pratique est développée par des milieux universitaires et n'a pas encore été relayée par des conseillers, des agronomes conseils, des conseillers en irrigation qui sont plus proches du terrain. À cet égard, les agronomes conseils occupent vraiment une place centrale et cruciale. Ils servent de pont, finalement, entre les milieux de la recherche et parfois aussi les fournisseurs d'équipements et les producteurs. Il doit faire preuve d'ouverture au changement. Cette dernière est influencée par toutes sortes de facteurs, qu'ils soient culturels ou des habitudes. Dans les entretiens qu'on a réalisés, toutes les fermes tous les producteurs propriétaires de fermes qu'on a rencontrés avaient essayé de nouvelles pratiques. Un d'entre eux nous dit on a essayé à peu près toutes les technologies disponibles. Sur place, j'en fais pas beaucoup. Je vais même accueillir des chercheurs universitaires dans mes champs. Je vous donne cet extrait-là, mais c'était un discours qu'on a entendu dans pas mal tous les entretiens qu'on a réalisés. Les agronomes conseils voient les choses du même œil. Les producteurs qui les accompagnent sont ouverts à essayer de nouvelles choses. Ils ont donc, en gros, une attitude positive. C'est un facteur favorable. Il faut aussi que le producteur soit impliqué dans des réseaux qui offrent de l'accès à l'information, soutien technique, scientifique et financier. Bref, qu'il soit prêt à consacrer du temps et des ressources, qu'il soit entouré par des partenaires, que ce soit d'autres producteurs et, comme je le disais plus tôt, des conseillers des laboratoires universitaires. Et ça, c'était le cas dans tous les entretiens qu'on a réalisés. On nous dit qu'en producteurs, on se parle beaucoup, qu'en premier, c'est la famille, ensuite d'autres producteurs et ensuite des conseillers. Bref, les producteurs à qui on a parlé étaient impliqués dans des réseaux et avaient des relations fréquentes et significatives avec des acteurs qui pouvaient leur communiquer des informations sur des bonnes pratiques de gestion de l'eau ou encore sur des équipements qui permettent de les mettre en place. Je vais passer rapidement sur le prochain parce que c'est des relations des producteurs avec les chercheurs et les agents de transfert. Ça revient un petit peu au précédent, mais à une nuance près, soit le fait que ce qu'on a pu constater, c'est que les relations entre les agronomes conseils et les producteurs sont fréquentes, régulières et productives. Elles le sont cependant moins lorsqu'il s'agit de relations avec directement les milieux universitaires. Comme je disais, c'est les agronomes conseils qui servent généralement d'intermédiaires, mais chose certaine, il y a un lien entre tous ces acteurs-là, il est fort, il est présent, donc ça peut pas être considéré comme un facteur défavorable. Le producteur doit avoir des habiletés communicationnelles, doit être en mesure de participer au réseau. Là, on l'a évalué peu indirectement, mais tous les acteurs qu'on a rencontrés, tous les producteurs étaient très en mesure de nous parler de leurs besoins, des enjeux qu'ils vivaient. Il était capable de bien écouter les échanges puis de nommer finalement les problèmes auxquels il faisait face. Donc, clairement, il y avait les habiletés communicationnelles nécessaires pour participer à des réseaux. Et le leadership des producteurs, en gros, tous les producteurs qu'on a rencontrés étaient des propriétaires dirigeants de leur ferme. C'est eux qui prennent les décisions en ce qui a trait à l'irrigation et la manière dont elle est faite. Ils sont non seulement capables de communiquer, comme je le disais lors du point précédent, mais sont aussi capables d'échanger avec les personnes qui les entourent, prendre des décisions, d'engager des ressources et du temps dans un projet pour le mener à bien le finaliser. Donc, le leadership était très certainement un facteur favorable. Enfin, dernier et non le moindre, c'est une ferme en bonne santé financière qui est capable d'investir dans des nouvelles pratiques et technologies. Tous les producteurs à qui on a parlé nous ont indiqué que la situation financière de leur ferme était bonne et satisfaisante. Même si parfois la dernière année était plus difficile, comme on nous disait, la santé financière est bonne. Jamais dans nos entretiens, la santé financière a été nommée comme un frein significatif à l'adoption de ces nouvelles pratiques-là. Puis, est-ce que le projet a permis de savoir pourquoi le taux d'adoption est si faible?
Oui, très certainement. Mais on va se partager la tâche. C'est Michel qui va parler d'autres types de facteurs, mais comme je le disais en entrée de jeu, on avait 10 facteurs au total qui concernaient la ferme et les producteurs. 8 étaient favorables, mais ça veut dire aussi que 2 étaient défavorables. Et c'est un peu là où le bas blesse pour ce qui est des facteurs qui touchent la ferme et les producteurs, soit la compatibilité des nouvelles pratiques technologies avec celles déjà existantes sur la ferme, ainsi que la satisfaction d'un besoin ressenti. On les prend un par un pour la compatibilité. La faible compatibilité des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques, on peut les décliner en deux, disons, sous-dimensions, sous-facteurs, la compatibilité au plan technique et celle au plan organisationnel. Au plan technique, ce qu'on nous a dit, c'est que les investissements passés vont jouer un rôle déterminant dans l'adoption d'une nouvelle pratique, une nouvelle technologie. Une nouvelle pratique qui ne s'inscrit pas relativement facilement dans ce qui se fait déjà sur la ferme va faire abstraction de l'effet de sentier qui amène le producteur à donner plus de poids à ses choix passés et à déconsidérer toute réorientation qui augmenterait significativement le coût d'investissement dans de nouveaux équipements. Un producteur, par ailleurs, nous dit, sauf si c'est absolument nécessaire de changer, j'aime beaucoup plus améliorer, optimiser ce que j'ai fait que de partir sur autre chose. Ça me coûte moins cher et ça va plus vite. Je ne veux pas me suréquiper. Ce frein, il est encore plus important si la nouvelle pratique, une nouvelle technologie n'amène pas un gain sur le plan du rendement ou de la rentabilité de la production agricole. On va y revenir dans le besoin ressenti, dans le dernier facteur que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Au plan organisationnel, la nouvelle pratique ou technologie doit pouvoir être mise en œuvre avec la main-d'œuvre disponible. Ça semble bête, mais je donne un exemple qui est assez éclairant, qui nous vient des producteurs encore une fois, et qui nous dit, si on nous dit de mettre une consigne d'irrigation lorsqu'on atteint le chiffre 30, eh bien, lorsqu'on atteint le chiffre 30, il se peut très bien que j'ai d'autres chats à fouetter. Si je décide d'aller de l'avant, je ne pourrai pas aller partout en même temps. Je passe mon temps à déplacer mes équipements juste pour mettre un peu d'eau. Mes employés, qui sont de moins en moins nombreux, ne vont pas tenir le coup. Autrement dit, l'irrigation, c'est une des pratiques que le producteur réalise sur sa ferme, sur sa production. Il y a bien d'autres choses à faire sur sa production agricole et il ne peut pas ne pas tenir compte du fait que peut-être qu'au moment où il doit irriguer, ses employés sont en train de s'occuper de quelque chose d'autre qui est, à son humble avis, à ce moment-ci, plus urgent, plus important ou difficilement arrêtable pour les déplacer et leur faire faire autre chose. Autre aspect important qui est quand même dans l'air du temps et dont on a entendu quand même parler pas mal dans les médias, c'est aussi qu'il faut tenir compte de la conciliation travail-famille et de la santé psychologique du producteur. Nos entretiens montrent de façon très prononcée que les producteurs vont accorder beaucoup d'importance au fait que les technologies utilisées permettent des ajustements qui tiennent compte du mode de vie familial, les congés du week-end, les activités en famille avec les enfants, etc. Un d'entre eux nous dit, faire ça sous pression à la demande du tensiomètre, c'est pas l'idéal. Si la consigne qu'il faut irriguer arrive la fin de semaine, c'est pas le fun et ça scrape, entre parenthèses, les activités familiales prévues. Actuellement, les solutions proposées, telles qu'elles sont diffusées, négligent ces facteurs, ne leur accordent pas assez d'importance. Et c'est un frein important à l'adoption de bonnes pratiques et de technologies ou de nouvelles pratiques d'irrigation et de technologies qui les permettent. Le dernier facteur, le plus important, qui est ressorti encore là de tous nos entretiens, c'est les pratiques et les technologies ne satisfont pas un besoin qui est ressenti par les producteurs au moment de l'étude. C'est-à-dire que les systèmes d'irrigation actuels sont jugés viables en ce qui a trait aux ressources humaines, comme je viens de le dire, aux ressources financières, ainsi qu'au rendement. Pour les producteurs, là, optimiser la gestion d'irrigation, faire autant ou mieux avec moins d'eau, c'est envisageable, notamment en raison des changements climatiques, des rendements de moindre et des contraintes réglementaires. À noter qu'au moment où on a réalisé l'étude, c'était au début de l'été passé, il y avait un surplus d'eau. À la fin, si on l'avait fait au moment où il y avait une sécheresse qui s'abattait sur le Québec, peut-être qu'on aurait entendu d'autres discours. Mais dans un contexte où l'eau est relativement abondante, faire moins ou faire mieux avec moins d'eau, c'est pas un objectif en soi. C'est un besoin, si c'en est un, qui va être subordonné à la rentabilité et à la profitabilité de la ferme.
Donc, si je comprends bien, là, on propose parfois une solution à un problème que le producteur ne vit pas. Michel, est-ce que tu es d'accord avec mon résumé? Oui, absolument. Il est excellent. C'est une bonne manière de dire. En fait, on a parlé à des producteurs, mais aussi donc aux agronomes conseils. Et tout ce monde-là disait, ouais, ben c'est parce que là, en ce moment, pour nous, là, c'est pas un problème qu'on a. Le problème d'irrigation, puis le problème d'accès à la ressource, le problème de faire mieux avec la ressource qu'on utilise et utiliser moins d'eau. Euh, Tout ce monde-là comprenait très bien de quoi il en retournait, puis dans la perspective d'une détérioration des conditions climatiques, ce que cette détérioration-là peut avoir comme conséquence. Mais par ailleurs, tout le monde disait, ouais, mais là, nous, en ce moment, ça va, là. Fait que donc, virer notre monde à l'envers pour faire autre chose où on va utiliser moins d'eau. En ce moment, le timing est pas bon. Puis, il y a plusieurs producteurs, par exemple, qui ont dit, moi, mon problème en ce moment, c'est pas que je manque d'eau, c'est que j'en ai trop. Je sais plus quoi faire avec. Je travaille sur être capable de gérer puis d'évacuer les surplus d'eau qui me sont amenés par des pluies diluviennes très brèves, etc. Fait que donc, le problème, il est pas ressenti, là. Ils ont pas le feeling qu'ils se lèvent le matin puis qu'ils ont un problème de gestion de l'eau. Pas au moment où on leur a parlé. Évidemment, Olivier l'a dit, je pense que c'est important de le souligner. Tous ceux et celles à qui on a parlé, tout ce monde-là travaille, ils travaillent en contexte. Ils vivent dans un contexte un contexte météo, un contexte économique, un contexte organisationnel, un contexte familial. Tout est toujours très contextualisé. Fait que donc, comment je pourrais dire, donc, un truc plus général qui ne fit pas avec le contexte, ça va avoir de la difficulté à être accepté puis utilisé par les producteurs en question, là, tout simplement. Michel, avant de poursuivre avec mes questions sur le rapport, là, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours? Oui, je peux faire ça. Je suis une formation en sociologie. J'ai été prof à, je vais le dire au long, l'Institut national de la recherche scientifique. En général, on dit l'INRS. J'ai été prof à l'INRS. Je suis maintenant à la retraite et qu'est-ce qui a fait que j'ai travaillé avec Olivier et le CRC sur ce projet-là? Tout au long de ma carrière, je me suis intéressé, par exemple, aux relations entre les universités et les entreprises, entre les centres de recherche et les PME. J'ai aussi travaillé dans des programmes de formation sur le transfert et la mobilisation des connaissances. En fait, l'idée a toujours été que les relations entre la recherche, entre le monde de la science puis le monde de l'entreprise, disons ça comme ça, c'est des relations qui sont importantes pour que les résultats de la recherche soient utilisés, soient utiles à quelque chose, mais en même temps, c'est des relations qui sont pas toujours faciles. Puis l'adoption de ce que propose un des deux mondes dans l'autre, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours évident. Moi, j'ai passé ma vie professionnelle à m'intéresser à ce genre de trucs-là. Tu viens de l'aborder un peu, mais Olivier et toi, vous parlez dans le rapport d'un décalage entre deux mondes. Peux-tu m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais, c'est en fait, et puis ça va rejoindre plusieurs des éléments que Olivier a mis en évidence tout à l'heure. Là, mettons, je caricature un peu, mais quand que ce soit l'IRDA ou un autre centre de recherche veut transférer des pratiques ou des technologies dans le milieu agricole, automatiquement, on se retrouve en présence de deux mondes. C'est vraiment deux mondes
qui ont des règles différentes, qui ont des manières de penser différentes, qui fonctionnent différemment. Et ces deux mondes-là, ils vont pas nécessairement s'arrimer parfaitement puis facilement. Hein? C'est un peu, c'est compliqué, puis en même temps, c'est assez simple, là. Les deux mondes, ils fitent pas toujours parfaitement. Quand on dit que qu'il y a comme une espèce de choc culturel entre les deux, quand les chercheurs proposent des nouvelles pratiques de gestion de l'eau et des nouvelles technologies comme les tensiomètres, les chercheurs, eux, ils travaillent dans un monde où les indicateurs... et là, je résume un peu, là. On va faire ça... On va essayer de faire ça rapidement. Les chercheurs travaillent dans un monde où on décontextualise le travail. Hein? On essaie de faire une loi générale s'appliquant partout dans tous les contextes. La science fonctionne comme ça et ça donne des résultats fort intéressants. Et les chercheurs sont formés dans ce monde-là. Donc, la question de l'irrigation dans le monde de la recherche devient une série d'indicateurs, souvent de type physique, biologique, géophysique. C'est des indicateurs. C'est donc un monde quantitatif où on a des chiffres, où on a des modèles mathématiques, où on a des outils qui sont gérés par des chercheurs ou des scientifiques ou des techniciens. Mais vous voyez donc, c'est un monde particulier où le contexte spécifique de la ferme puis du producteur, ben, c'est plus, on a plus de difficultés à en tenir compte. L'autre monde, celui à qui nous on a parlé, Olivier et moi, le monde des producteurs puis des agronomes conseils, là, c'est fort différent. C'est un monde où tout est contextualisé. Il pleut pas. Mes employés, j'ai 2 employés qui sont en congé de maladie. J'ai une activité familiale prévue. Il faut que, si je veux introduire des nouveaux équipements, je vais devoir parler à mon banquier. Il va falloir que j'emprunte, mais aussi que je profite d'un programme gouvernemental. C'est hyper contextualisé et tout le temps. Et le producteur, lui, il pense, puis c'est vrai de l'agronome conseil aussi, il pense à tout ça en même temps. Puis c'est ça qui le guide dans les décisions qu'il prend en matière d'irrigation. Je mets de l'eau, je mets pas de l'eau, j'utilise un tensiomètre, je l'utilise pas, je vais plutôt opter pour telle technologie, tout ça. Et donc, ces deux mondes-là que je viens de décrire, ben, ils s'entrechoquent. Finalement, puis là, ça va pas vous surprendre, tous les gens à qui on a parlé nous ont dit « Ouais, c'est parce que là, ce qui est proposé par les chercheurs en matière d'irrigation puis de consignes de déclenchement quantitatives, ça fit pas toujours très bien avec ce que les agriculteurs pensent et ce que les agriculteurs font. » Tu sais, comment ils font ça au jour le jour? Hein? Pour l'agriculteur, lui... je donne ça comme exemple, ils nous ont tous dit que la visite au champ puis l'examen visuel des plants puis de l'état du sol et tout ça, c'est des éléments importants. Pour eux, ça fait partie du stock de connaissances à partir duquel ils gèrent l'irrigation, puis ça fait partie aussi, donc, ce qu'ils ont accumulé au fil des ans, puis des fois, comme le dit Olivier, c'est leur père et leur grand-père avant eux, tout ce qui a été accumulé comme information sur la gestion de l'eau pour faire de l'irrigation, ben tout ça, ça fait partie de leur stock, puis du stock à partir duquel ils se mettent en action en matière d'irrigation. Ça, c'est pas très présent dans les modèles qui sont développés. En fait, c'est absent des modèles qui sont développés par les chercheurs. Et ça,
le premier réflexe des producteurs, c'est de dire, ouais, mais là, c'est pas certain que ce qu'on me propose, ça va bien coller à la façon dont moi je travaille et à ce qui se passe dans ma ferme. Hein? Moi, j'ai pas ce problème-là. Moi, j'ai ce problème-là, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est important. Fait que ces deux mondes-là, comment je pourrais dire, donc, ils collent pas, ils s'arriment pas facilement l'un à l'autre. Hein? Et ça me permet d'aborder un petit peu la question des agronomes conseils. Les agronomes conseils, c'est un peu dans le langage du transfert de technologie, on dit les agronomes conseils, c'est un peu des agents d'interface. J'ai décrit deux mondes différents, un de l'autre. L'agronome conseil, lui, il est un peu comme à la jonction des deux mondes. Il connaît le monde de la science, il a été formé en agronomie, il a des relations fréquentes avec les chercheurs, donc il connaît bien ce monde-là, il est capable de comprendre le langage, puis les pratiques, puis ce qui est proposé par les chercheurs, mais en même temps, il passe son été sur le terrain dans des fermes, à parler dans des relations, tu sais, comme un à un, avec des producteurs, et il connaît bien les contextes particuliers de ces gens-là, et il est capable, quand il suggère une pratique ou une technologie, il est toujours capable de, je vais dire ça comme ça, de l'adapter à la réalité au jour le jour de ce qui se passe sur la ferme. Fait que donc, lui, il joue un rôle d'agent d'interface. Il est à l'interface du monde de la science puis du monde de l'agriculture comme tel. C'est un outil essentiel. Bon, ben là, dans le cas qui nous occupe précisément, là, dans ce qu'on a entendu, et ça, je pense que c'est connu, c'est bien mieux connu que ce que je peux en dire, là, mais les agronomes conseils, ils ont tellement de chats à fouetter que ils peuvent pas faire ce travail-là d'interface ou d'intermédiation entre l'agriculteur puis le chercheur en matière d'irrigation. Ils n'ont pas le temps de se consacrer à ça, de consacrer à ce travail-là autant d'efforts puis de ressources que ça pourrait nécessiter. Fait que donc, ils sont présents, ils jouent un rôle important. S'ils étaient plus présents et plus nombreux, ce serait encore mieux. Hein? Il y aurait plus de transfert puis d'adoption. Mais là, c'est ce qu'on a compris, c'est que ils ont beaucoup de chats à fouetter, ils ont beaucoup de fermes à visiter, ils sont sollicités sur toutes sortes de trucs, puis eux autres aussi, jusqu'à un certain point, ils sont pris dans l'espèce de... Ils sont comme tributaires d'une situation où, sur une ferme, l'irrigation, c'est une question importante, mais c'est une question parmi tant d'autres. Puis des fois, même en matière de rendement puis de rentabilité, dans le contexte qui prévalait au moment où on leur a parlé, il y avait des priorités plus importantes. Fait que donc, tout ce monde-là, autrement dit, on a deux mondes différents qui sont un peu... quand ils se rencontrent, c'est un peu un choc. Et c'est normal, c'est comme ça partout, là. C'est pas propre au monde de l'agriculture. J'ai étudié bien d'autres secteurs puis bien d'autres situations au fil des ans. C'est partout pareil, c'est toujours comme ça. La science, c'est un monde, puis l'entreprise, puis l'agriculture, dans ce cas-là, c'est autre chose. Et il y a toujours un choc. Quand il y a des gens entre les deux pour amoindrir le choc puis adapter les choses, c'est fantastique. C'est souvent un facteur de succès. Dans le monde de l'agriculture, les agronomes conseils, c'est précisément ça qu'ils sont et c'est ce qu'ils font, mais en même temps, ils sont débordés, pour dire ça bien simplement, et ils parviennent pas, si on veut, à être présents à un point tel que on verrait une adoption significative des pratiques puis des technologies qui sont proposées par les chercheurs pour faire de l'irrigation.
c'est un petit peu... J'ai essayé de résumer un peu ce qu'on a observé, mais et je vous répète, ça nous a pas surpris. C'est-à-dire que pas parce qu'on a tout vu là, loin de là, mais c'est une ce on vient de décrire, Olivier et moi, c'est une situation qui est extrêmement fréquente quand il est question de relations université-entreprise. J'ai vu la même chose dans le domaine de la santé, où les chercheurs essaient de transférer des connaissances puis des technologies dans des entreprises de biotech. J'ai vu la même chose dans des projets sur les matériaux. C'est fréquent. En fait, ce qui serait étonnant, c'est que ça soit pas comme ça. Hein? C'est, autrement dit, c'était pas mal attendu que ça allait se passer, qu'on allait entendre ce qu'on a entendu. Merci Michel, on comprend mieux la différence entre ces deux mondes-là, puis le rôle du conseiller là, central pour créer un lien productif entre ces deux mondes-là. Puis si je peux me permettre des petits détails supplémentaires, en fait, nous, au cours de nos nombreuses années sur le terrain, on remarque que l'irrigation, à proprement dit, c'est peut-être pas le premier sujet qui vient facilement auprès des conseillers agricoles qui œuvrent auprès des producteurs. Donc, juste de mentionner qu'il y a quand même des efforts de mis au niveau de la formation en irrigation et des programmes de mentorat qui existent également. Donc, c'est ça, les conseillers qui ont été approchés par Michel et par Olivier, eux avaient déjà quand même un certain bout de fait par rapport à cette connaissance-là en irrigation, mais c'est peut-être pas nécessairement le cas pour la majorité des conseillers agricoles qu'on retrouve là, dans notre contexte au Québec. Là. Moi aussi, je vais me permettre juste un petit mot. Si la moyenne des agronomes conseils est plus familier avec les questions d'irrigation, puis les nouvelles pratiques qui sont disponibles et proposées, les technologies qui viennent avec ça, plus les agronomes conseils vont être familiers avec tout ça, plus l'adoption de ces pratiques-là va être facilitée dans les fermes, puis reprise par les agriculteurs. Ça, c'est certain, et ça se vérifie dans toutes sortes d'autres contextes. Merci Michel. Je reviens vers toi, Olivier. Qu'est-ce que ce projet peut changer dans la façon de développer et transférer des pratiques? Est-ce que c'est adéquat de dire, par exemple, que le transfert commence bien avant la diffusion? Tout à fait, Félix. Ce qu'on voit en ce moment émerger, c'est dans la littérature sur le transfert en agriculture, mais aussi dans bien d'autres domaines, un courant qui privilégie ce qu'on appelle la co-construction des connaissances. Et pas juste des connaissances, mais aussi des technologies, des pratiques qui sont destinées à être utilisées dans le cas du projet actuel par les producteurs, mais c'est aussi le cas dans toutes sortes d'autres domaines dont Michel a parlé précédemment. Dans ce type de projet-là, dans ce type de perspective-là, c'est autant la recherche que le transfert qui sont réalisés dans des partenariats qui impliquent scientifiques, producteurs et agronomes conseils dès la conception du projet, en fait. Avant même qu'on ait collecté la moindre donnée, toutes ces parties prenantes-là s'assoient ensemble et vont réfléchir le projet de façon à ce qu'ils répondent le plus adéquatement possible aux besoins des personnes qu'on tente d'aider, dans ce cas-ci des producteurs. Comme on l'a dit plus tôt, les conseillers sont familiers avec les mondes de la science et de la production agricole. Donc, dans ce type de projet partenarial-là, ils vont jouer le rôle crucial d'interface dont Michel parlait plus tôt. Ils vont pouvoir traduire le langage des chercheurs pour les producteurs et vice-versa, celui des producteurs pour les chercheurs. Ceci étant dit, encore faut-il une méthode pour articuler ce type de projet, une méthode qui, bon, comme je le disais, va miser sur la co-construction, l'intégration des savoirs de tout le monde, sur le travailler ensemble et sur la construction d'une forme de confiance et de relations fortes. Et heureusement, il y en a de plus en plus d'approches qui favorisent l'émergence de ces connaissances contextualisées.
On va parler de design centré sur l'utilisateur, un terme qui vient beaucoup du monde du numérique, mais qui a été adapté en architecture dans toutes sortes d'autres disciplines. On va parler aussi du laboratoire vivant mené par la recherche. Dans le cas du laboratoire vivant mené par la recherche, qui mobilise par ailleurs souvent le design centré sur l'utilisateur, il va mettre au centre du processus l'acteur principal. Dans ce cas-ci, ce serait le producteur agricole. Ce type de méthode-là, plutôt que, pour encore là faire ça un petit peu grossièrement, mais de façon résumée pour pas que le podcast dure 2 heures, comment ça va se déployer, c'est qu'en gros, il va y avoir un échange continu entre les producteurs, les scientifiques, les conseillers impliqués dans le projet tout au long du déploiement de la recherche et de la phase de transfert. C'est pas le chercheur qui va aller dans le champ, qui va, excusez-moi la caricature, mais planter son tensiomètre, prendre ses mesures, revenir dans son laboratoire ou dans son bureau, modéliser ça avec un logiciel d'analyse statistique, puis revenir en disant au producteur, tu sais, il faut que tu fasses ça à 27 ou à 32. Il va, tout au long du projet, s'asseoir avec le producteur, lui expliquer, le producteur va pouvoir rétroagir et dire, ouais, par exemple, ce qu'on a entendu dans le cadre des entretiens qu'on a menés, moi, ça fonctionne pas le week-end en raison de tel facteur organisationnel, familiaux, etc. Comment qu'on peut s'arranger pour que j'implante l'utilisation du tensiomètre, mais d'une façon à ce que ça ne vienne pas bousculer mon mode de vie ou encore complètement la façon dont j'organise le travail sur ma production agricole. Bref, c'est sûr que cette manière de travailler, ce type de projet-là demande des investissements considérables en temps et en ressources. C'est d'ailleurs une des difficultés principales pour ce type de projet. Ceci étant dit, il y a des financements qui existent, il y a des enveloppes subventionnaires qui permettent de faire ce type de projet. Puis, ce qu'on voit et ce que la littérature nous dit sur ce type de projet-là, c'est que ça maximise de façon significative les retombées, les chances, les probabilités d'adoption de nouvelles pratiques, de nouvelles technologies. Dans le cas qui nous occupe ici, sur les pratiques de gestion de l'eau, on peut assez facilement voir que le travail conjoint de tous ces acteurs-là, dans le cadre d'un projet qui aurait permis ce type de travail-là, par ailleurs, aurait permis d'éviter bien des problèmes, puis aurait possiblement favorisé l'adoption de nouvelles pratiques, comme les bonnes pratiques de gestion de l'eau et les technologies qu'elles nécessitent. J'ai maintenant un exercice un peu plus ludique. Si on devait résumer ce projet en une seule phrase, ça serait quoi? Une bonne pratique n'est bonne que si elle fait du sens dans le contexte de la ferme. Merci Olivier. Maintenant, Paul, ça a été quoi la réception de ces conclusions à l'IRDA et dans notre équipe? Le projet que le CERCI a réalisé, ça nous a fait prendre conscience que l'innovation, ça se joue pas seulement dans les outils ou les technologies, mais comme le si bien dit Olivier, c'est dans la façon dont on va construire ces outils-là. Donc, on les construit ensemble, soit avec le monde de la recherche, puis le monde agricole. Plus précisément aussi, si je peux dire, au sein de l'IRDA même, là, oui, ça va. Ces résultats-là vont servir aussi à d'autres équipes à l'intérieur de l'IRDA. Je sais déjà qu'il y a des collègues qui ont pris connaissance des résultats, ça a suscité beaucoup d'intérêt parce que ça concerne en fait l'ensemble du domaine de la recherche appliquée. Donc, je vous dirais la totalité des équipes de recherche à l'IRDA. Puis comme je le disais au début de l'épisode, les moyens étaient limités. Les moyens sont toujours limités, en fait, mais on souhaite poursuivre le travail. Puis petit scoop, en fait, en octobre dernier, le CRC puis l'IRDA ont déposé une proposition de projet au programme d'innovation bioalimentaire qui vise à répondre à une problématique qui est identifiée par le MAPAC, qui est en fait d'étudier les freins et les actions à mettre en place pour favoriser l'adoption de pratiques agro-environnementales au sein des entreprises agricoles. Puis l'objectif général mis de l'avant par la proposition du projet, c'est de mettre en place un laboratoire vivant pour favoriser l'adoption puis l'implantation contextualisée de bonnes pratiques de gestion de l'eau au sein d'entreprises agricoles. Donc, si le projet va de l'avant, vous allez certainement en entendre parler à Autrement dit. Merci Michel, merci Olivier, merci Paul et merci à tous et à toutes d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit.